honnête respect. Merci d'être présente et présent à notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons, comme d'hab, parler d'un sujet vraiment d'importance capitale. Je dis bien et j'insiste là-dessus, un sujet capital dont vous devez absolument, et vraiment je le souhaite et je vous le recommande, de rester attentif du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre et saisir l'importance de cette communication. Parce que des fois, on peut écouter et ne pas entendre. Et aujourd'hui, vous devez absolument faire les deux. Cette émission, d'entrée de jeu, je vous le dis, a été grandement inspirée par un de nos abonnés qui a posé une question, au départ semblait vraiment anodine, mais pourtant qui cachait énormément parce que, comme vous allez voir, à partir de cette question-là, j'ai pris mon temps de rediriger mon analyse et ma perception d'avant, pendant et après mon voyage sur le continent Alkebulan. Alors, la question est très simple. Est-ce qu'il existe une définition du panafricanisme? Parce qu'on a l'impression que chaque personne met son Maggi dans cette sauce-là et le fait de façon à ce que ça confirme leur façon, leur vision de la chose. Eh bien, je tiens à vous dire, chers frères, qu'il existe bel et bien une définition du panafricanisme et même, je dirais, plusieurs. Certaines sont très simplistes, d'autres sont un petit peu plus sociologiques et cette définition, à mon sens, englobe en fait toute l'essence du mouvement panafricanisme. Alors, ceci étant dit, je vais vous lire cette définition que j'ai retenue de Wikipédia qui me semblait être quand même simple, limpide et, comme j'ai dit, englobant tous les éléments essentiels du panafricanisme. Donc, ça se lit comme suit. Le panafricanisme est un mouvement et une idéologie politique, j'ajouterai et sociale, qui promeut l'indépendance totale du continent Alkebulan et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leurs origines ethniques, leur appartenance religieuse ou leur apparence physique. Donc, c'est ça le panafricanisme. Je ne vais pas aujourd'hui remonter à la naissance de ce mouvement. Certaines personnes remontent ce mouvement à partir de Zambie, qui est un leader remarquable qui a marqué l'histoire du Brésil. Donc, cet homme d'origine congolaise qui a créé, qui a formé avec ses frères et ses sœurs toute une communauté noire au Brésil. Moi, j'avais, pour ma part, situé le panafricanisme dès que les Africains et les Africaines déportés et sur les bateaux négriers ont décidé de se mettre debout, d'aider et de s'entraider pour survivre cette traversée meurtrière, macabre et incommensurablement difficile. Donc, pour moi, le panafricanisme, c'est quand ces nègres, en bon créole, ces nègres ont décidé de se mettre ensemble, d'avoir cette solidarité, cette fraternité et qui se sont dit on va se mettre debout pour se battre, on va se mettre debout pour concrétiser notre désir de liberté, on va se mettre ensemble et conjuguer nos capacités, nos intelligences, nos connaissances à une cause commune. Pour moi, c'est ça, le début qui marque le début du panafricanisme, déjà sur les bateaux négriers. Maintenant, pourquoi on va parler de ça? Vous dites, Darlene, Mazel Choubla, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, on va parler de la situation qui sévit, qui s'est passée pendant toutes ces périodes-là, pendant que j'étais sur le continent, entre le Sénégal et la US. Et moi, je vais vous dire très sincèrement, pour certaines personnes qui ont oublié ceci, comme j'ai eu à le situer, vous allez voir que le panafricanisme a continué d'exister sur le continent Alkebulan et partout dans les Amériques où vivent les afro-descendants et les afro-descendants. On a maintes et maintes, une multitude, une pléiade d'exemples. Malheureusement, notre cerveau et tout le travail colonial
social et psychologique qu'on nous a imposé fait en sorte que, généralement, nous prenons le temps de commémorer, de réitérer les coups bas de certains d'entre nous et nous oublions ce mouvement-là de travail ensemble, d'Ubuntu, ce travail qu'on appelle chez nous le combit. Et aujourd'hui, la tangente que je vais prendre est différente de ce que vous avez jusqu'ici entendu dans les médias sociaux. Moi, je veux vraiment que vous preniez le temps de comprendre que la solidarité et la fraternité continuent d'exister entre nous et qu'on ne doit pas minimiser cet apport-là. Parce que les Yamnaya, et là je ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde, qui vivent pratiquement les mêmes horreurs que nous, presque, à cause de l'exploitation qui se fait dans leur propre pays, mais je parle de certains gouvernements impérialistes, d'une bourgeoisie qui fort longtemps a profité, continue de profiter de la sueur, de la force des ressources naturelles et humaines de nos pays respectifs. Si nous n'avons pas le courage de dire la vérité, qui finalement dira la vérité au nom de nos populations qui se font exploiter, expolier et qui se font encore humilier à travers le monde? Maintenant, avant mon départ sur le continent, j'avais cette idée un peu idéalisée, une idée rêveuse de la situation du Sénégal par rapport à cette levée de la masse sénégalaise contre un gouvernement qui voulait tout simplement marquer son temps par une dynastie sempiternelle. Et donc, la jeunesse et tout groupe confondu sénégalais se sont mis ensemble et ont dit, écoutez, nous voulons un changement notoire, un changement qui va remettre le Sénégal sur les rails de l'avancement sociopolitique, de l'avancement économique. Et je suis très heureuse et je suis très fière et j'ai de la gratitude carrément pour ce peuple qui a été un peuple vaillant et qui s'est levé et qui s'est battu pour sa conviction. Donc, entre nous, ce ne fut pas une révolution. Nous savons ce que c'est une révolution et ce que ça implique. Donc, on ne va pas faire d'excès de zèle, on ne va pas exagérer sur ce que les Sénégalais ont pu accomplir jusqu'ici. Maintenant, quand je suis arrivée au Sénégal, à force de discuter avec des gens, monsieur, madame, tout le monde, des gens qui sont dans des niveaux politiques assez avancés, des gens qui ont été en avant de la scène ou presque, eh bien, j'ai remarqué que ça ne sert à rien de se disputer sur des éléments qui nous semblent évidents. C'est-à-dire que tous les Sénégalais et Sénégalaises ne supportent pas nécessairement ce changement social, ne supportent pas nécessairement le gouvernement de ce binôme, monsieur Sonko et monsieur Faye. On s'est rendu compte que tous les Sénégalais n'ont pas une seule idée, une idée simpliste de ce qu'est et ce que devrait être le gouvernement et de ce que le gouvernement devrait faire pour changer la donne au Sénégal. Ça, c'est une des choses. Donc, tous les Sénégalais n'ont pas la même vision de ce changement-là. En même temps, je regardais la réalité, je me dis, connaissant, et là, je réfléchis aussi en fonction de ce pays-là, Haïti, qui a porté en son sein des hommes et des femmes extraordinaires, vaillants, je me dis, mais nous avons aussi eu à vivre ce binôme en les personnes de Jean-Bertrand Aristide et de René Préval. Alors, nous avons eu déjà à vivre ça. Et le Sénégal aussi a eu à vivre ça dans le passé, avec Senghor et l'autre là dont le nom m'échappe. Là n'est pas le problème. Maintenant, c'est de dire que les gens se disent que Sonko a l'aura. Il est capable de charmer toute une foule. Il a ce qu'il faut pour être en avant-scène. Mais est-ce que lui, avec son caractère et son ego, il arrivera à se limiter là où il doit se limiter pour laisser la place à son homologue, à son ami, à son camarade de lutte, monsieur Faye, à prendre la place qui lui revient comme président de la République? Certaines personnes ont dit non, ce binôme-là va se casser à un moment donné parce qu'il ne sera pas capable de prendre le recul qu'il faut. Certaines personnes disent aussi qu'ils sont trop jeunes. La majorité des gens qui sont maintenant dans le gouvernement sont jeunes. On ne sait pas s'ils ont l'expérience ou les expériences nécessaires pour amener le Sénégal vers ce relèvement socio-économique et voire diplomatique donc à l'extérieur du pays jusqu'à leurs prochaines élections. Bon, moi, dans
dans ma compréhension des choses et quand je regarde le Sénégal et plusieurs autres pays que j'ai eu à observer, je me dis, est-ce que c'est pas sage de laisser un peu plus de temps au gouvernement actuel, vu que justement la majorité n'ont pas été dans des positions de pouvoir jusqu'ici et ont besoin de défaire toutes les fils d'araignée, n'est-ce pas, du passé. Et on sait que ce changement-là, cette cassure-là prend toujours plusieurs années à se mettre en place. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas leur donner ce temps-là, vu que dans leur vision de ce changement-là, et pour être aussi objectif, c'est-à-dire que ce changement va porter fruit, ils l'ont mis jusqu'à 2050. À vous de décider, à vous de voir. Mais pour moi, je me dis, un changement stable, un changement pérenne prend vraiment un certain temps, justement, pour que ce changement soit visible, soit tangible. Donc, il y a cette disparité, il y a une certaine division en termes de vision, en termes d'objectivité. Et j'ai rencontré aussi des féministes qui m'ont dit, ah, moi, je pense que ce gouvernement a de sérieux problèmes avec les femmes. Il a réduit exponentiellement le nombre de femmes dans les ministères. Et est-ce que c'est pas quelque chose, une action qui devrait nous inquiéter? Donc, tout ceci pour montrer que le Sénégal a ses propres difficultés internes et qu'il doit s'assurer, le gouvernement doit s'assurer d'avoir au moins une certaine harmonisation au sein même de sa population pour pouvoir continuer ce changement-là. Et donc, laissons au Sénégal, aux Sénégalais, le temps de s'y mettre en besogne et de vraiment veiller au changement dont beaucoup d'entre eux s'attellent et veulent absolument voir tangiblement dans leur pays. Et donc, le Sénégal a cette réalité. Maintenant, passons du côté de Mali, ou l'AES. Le Mali, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de cette région du Sahel. On a Ukraine qui a osé attaquer, oh, c'est pas possible, qui a osé attaquer l'un des pays du Sahel que vous connaissez déjà, donc je vais pas reprendre toute l'histoire. Et heureusement, ces 3 ministres des Affaires étrangères ont décidé de porter plainte contre l'Ukraine. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent à travers ce monde-là. Il y a beaucoup de choses qui bougent sur le continent. Et donc, il faut vraiment y prêter attention, mais le faire d'une façon avec une certaine maturité pour qu'on ne se blesse pas, pour qu'on ne se mette pas dos à dos, pour qu'on n'ait pas à créer de faux conflits entre nous, parce que tous ces pays partagent des frontières. Tous ces pays ont des liens de cousinage. Tous ces pays ont des liens commerciaux. Donc, vous devez absolument mettre de l'eau dans votre vin et voir et analyser la chose autrement. Pourquoi je le dis? Le Mali aussi, de ce que je comprends, parce que j'ai contact avec certaines personnes qui ont occupé des postes importants ou pas, et qui m'ont dit, moi, je suis inquiet. Je suis inquiète parce que le modèle que nous voulons, c'est un modèle de démocratie. On veut absolument que le gouvernement fasse une transition, fasse des élections pour qu'il y ait des civils à la tête du pays. Je vais vous le dire très franchement, je ne pense pas qu'avoir des élections avec un civil à la tête d'un pays qui est déstabilisé constamment par des pays agresseurs est la bonne chose à faire maintenant. Il faut, en mon sens, que les Maliens et Maliennes se mettent ensemble, que toutes les populations de ces pays de l'AES se mettent ensemble et non seulement supportent leur gouvernement, mais aussi veillent à ce qu'il n'y ait pas de despotisme afin qu'il n'y ait pas d'exactions commises contre la population injustement. Et qu'il faut veiller aussi à ce que vos gouvernements respectifs puissent continuer à se projeter et continuent à mettre sur pied des programmes de développement qui reflètent la réalité et les besoins de vos populations. Et maintenant, avant d'aller plus loin, je veux absolument vous ramener à cette réalité-là, parce qu'il me semble que beaucoup d'entre vous ont volontairement ou pas oublié ce passage important. Vidéo, s'il vous plaît. Panafricaniste. On sent que la jeunesse panafricaine aujourd'hui, dans sa globalité, c'est en train de se manifester pour soutenir le Mali. Donc on les demande de bien serrer les rangs, de ne pas lâcher une seule fois, parce que nous sommes proches de la victoire. Et cette fois-ci, nous sommes déterminés à acquérir la victoire et nous allons l'acquérir. Ils sont de plusieurs nationalités, ou pour emprunter leur jargon, ils sont africains, originaires des régions du Congo, du Mali, du Niger, du Sénégal ou du Togo. C'est en héros qu'ils sont accueillis à Bamako. Et ce qu'ils ont fait là, c'est ce que les dirigeants devant l'indépendance avaient promis.
l'unité africaine, le panafricanisme. Vous voyez que nous avons le même drapeau. Vous voyez que nous avons le même un peuple, un but une fois, la même devise. Donc c'est deux peuples. Nous remercions ces jeunes-là. Nous les remercions. Et vive le panafricanisme. Alors vous voyez, le panafricanisme, c'est ça. Le panafricanisme, c'est comme l'ami qui accepte que mon ami fasse un choix qui pourrait me déplaire. Mon ami peut choisir une femme que je n'aime pas, peut choisir un métier que je n'aime pas, peut choisir plein de choses que je n'aime pas, qui me déplaisent. Mais cet ami-là, je décide de le supporter à bras-le-corps malgré ses choix. Et je suis prêt à être là du matin au soir pour le supporter. C'est-à-dire lorsqu'il aura à se casser les dents, je serai là pour lui ou pour elle afin qu'il ramasse les pots cassés. Et je n'aurai pas non plus à lui dire, tu vois, je te l'avais dit. Donc, c'est ça le panafricanisme. C'est être là pour l'un l'autre, c'est s'assurer le bien-être de l'un de l'autre. Et c'est aussi de s'assurer que je te respecte dans ton individualité, je te respecte dans ton authenticité, je te respecte dans ta souveraineté. Et je crois que nos chefs d'État l'ont bien compris et je crois que Monsieur Choguel Maïga et Monsieur Sonko l'ont bien compris et ils ont pris le temps calmement dans une collégialité remarquable à se dire la vérité, à se dire les vérités. Et donc, en ce sens-là, ils ont remis les pendules à l'heure. Donc, n'ayez crainte, on ne va pas se bagarrer. On ne va pas commencer à se disputer sur des choses qui pourraient être mieux compris et pour lesquelles nous pouvons et nous pourrons prendre des décisions plus éclairées. Nous n'allons pas laisser nos émotions devancer nos actions et nos pensées. Alors, le 12 août dernier, ils ont eu un dîner gala et ils se sont dit les 4 vérités. Tout d'abord, Monsieur Choguel Maïga, on l'écoute. Au Mali, nous ne pouvions même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Un pays vaste comme le Mali, 1 240 000 km², on n'avait aucun vecteur aérien. Donc il était illusoire de penser qu'on peut combattre le terrorisme. La similitude entre ce qui se passe au Sénégal et au Mali, je l'ai développé à un certain moment. Il y a des personnes qui n'ont pas bien compris. J'ai expliqué que chaque peuple a son génie. Au Mali, les Maliens se sont organisés pour dire qu'ils ne peuvent plus continuer. Nos soldats mouraient par milliers. Le terrorisme qui était confiné au nord du Mali, au bout de 7 ans, il a pris 80% du territoire. Il n'était pas au Burkina Faso, il n'était pas au Niger en 2013, lorsque l'opération Serval est intervenue. En 2020, 80% du territoire malien était occupé par les terroristes. Le Burkina occupé par les terroristes. Le Niger occupé par les terroristes. Des incursions depuis 2019 au nord du Togo, au nord du Bénin, avec même des attaques sporadiques depuis 2017-2018 en Côte d'Ivoire à Grand Bassam. Donc une lecture historique nous indiquait très clairement que l'argument qui consistait à dire que les forces internationales sont là pour lutter contre le terrorisme était devenu un argument spécieux pour nous, un mensonge. On ne peut pas combattre une maladie qui vous a pris l'oreille. Le médecin vous prescrit un médicament et vous fait la posologie pour un temps donné et au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que la maladie a gangréné tout le corps et parti attaquer d'autres citoyens. Donc soit vous vous asseyez pour attendre la mort, ou vous levez, vous changez de médicament, vous changez de posologie, vous changez d'ordonnance, vous changez d'analyse et vous changez de médecin pour essayer autre chose. C'est ce que les Maliens ont fait. Et donc, vous avez compris, le Premier ministre Maïga a dit clairement ce qu'était la réalité de ces pays de l'AES. Ils étaient confrontés à un terrorisme qui, s'ils n'avaient pas pris les bonnes décisions au bon moment, ça aurait été catastrophique pour chacun de ces pays-là. Il a repris la genèse de cette décision, de leur décision. Tout ceci veut dire que, hey, Monsieur Sonko, vous allez dire à vos frères et à vos sœurs sénégalaises que nos réalités n'étaient pas les mêmes. Nous avions une urgence. Ce ne fut pas votre cas. Il fallait qu'on réagisse et on l'a fait parce qu'on est des fils et des filles dignes de ces pays-là. On peut ne pas l'aimer et on s'en fout parce que nous, quand nos femmes mouraient, quand nos enfants mouraient, quand nos soldats se faisaient tuer, c'était nous
qui étions là. Vous n'étiez pas là. Les autres n'étaient pas là. Donc, il faut respecter la décision des gens et ne pas prendre ce petit ton hautain comme quoi vous connaissez la démocratie mieux que nous, mais nous avions une réalité et on s'est mis debout pour le bien-être de nos communautés. Que vous l'aimiez ou pas, la réalité, c'est ça. Ensuite, Monsieur Sonko, qui a rappelé certains éléments que je juge très importants à retenir. Parce que c'est bien beau de dire à l'autre qu'il est mauvais, qu'il est ceci, qu'il est cela. On s'entend. Mais il faut aussi se rappeler que chaque pays de cette région-là est souverain. Donc, ils ont une certaine responsabilité envers leurs populations respectives. Ce qui, en rien, ne devrait affecter leurs relations diplomatiques. Et ils l'ont bien compris, ils l'ont bien dit. Et quand il a parlé d'émotion, je vois beaucoup de gens qui ont pris ce mot-là et qui ont fait tout un plat avec. Quand on parle, et moi, ce que j'ai compris de ça, et j'espère que vous allez comprendre ça, c'est de dire qu'on va mettre de côté nos émotions respectives. On va se canaliser sur ce qui est essentiel, ce qui peut et qui pourrait nous unir. Écoutons un peu Monsieur Sonko. Ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que je fais aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer et on continue à le dénoncer fermement l'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé, je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère, ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde. Des choix que nous comprenons. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillons sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Je l'ai dit tout à l'heure avec le Premier ministre, les Européens se sont fait des guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et se sont retrouvés après. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que il fallait absolument respecter la souveraineté et il faut continuer de respecter la souveraineté de chacun de ces pays-là. Mais en même temps, il y a quelque chose que je dois dire aussi. Et je crois que notre sœur malienne, c'est ce qu'elle voulait aussi dire aux frères et sœurs sénégalais. Écoutez ceci avec votre sens du panafricanisme, la définition que je vous ai offerte, et vous allez voir qu'il n'y a pas lieu d'être susceptible, mais de prendre la chose comme que c'est. On écoute la sœur. J'ai mis la photo de Ousmane Sonko pour lui rappeler que non, actuellement, le Mali est toujours en guerre. Parce qu'il avait dit dans son discours qu'il soutenait le Mali, il soutenait Assimi Goïta. Et je vais mettre la vidéo, vous allez écouter. Je vais mettre la vidéo, vous allez écouter avant que je ne continue. Pour dire ce que je vais dire, en attendant partager la vidéo, ça va aller sur Ousmane Sonko. Ou bien les Sénégalais vont lui faire part de la vidéo. Parce qu'on n'a pas oublié. Voilà, je vous mets la vidéo s'il vous plaît. Et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous nous disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant,
qui reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Le discours, il était bon, parfait. Les panafricanistes ont aimé. Et aujourd'hui, les panafricanistes, pas les panafricains, les Africains qui vous ont soutenu, qui vous ont levé, qui ont lutté pour que Macky Sall ne se maintienne pas au pouvoir. Vous avez dit, si vous êtes, toi et ton parti, maintenant votre parti est au pouvoir. Le Mali est attaqué depuis 3 jours. Même l'Ukraine, le pays nazi, est venu pour se venger de la Russie, pour se venger sur les partenaires de la Russie, a amené des troupes pour soutenir les rebelles, pour soutenir les terroristes. Ousmane Sonko, on vous attend. La guerre, là, le Mali n'a pas fini ça. Nous sommes en 2024 et vous êtes aujourd'hui le premier ministre du Sénégal. Vous êtes même le président. Et Diomaye Faye, lui, bon, il est là. Il représente le premier. En réalité, c'est vous le président. Monsieur Ousmane Sonko, ce sont vos paroles. Donc, on vous renvoie vos paroles. On vous renvoie votre discours. Nous attendons les troupes sénégalaises pour aider vos frères maliens, comme vous l'avez dit, à lutter contre cette gangrène qui est toujours là. Et même pire, parce que les rebelles, les terroristes sont soutenus par l'OTAN. Vos alliés sont soutenus par la Mauritanie, sont soutenus par l'Algérie. Où sont les pays africains pour soutenir aussi le Mali? Où est Ousmane Sonko qui avait promis d'amener les troupes sénégalaises pour soutenir le Mali? Alors, ce que ça veut dire clairement, c'est que M. Sonko avait formulé certaines promesses. Maintenant, il y a les promesses, il y a la réalité. La réalité, je crois que c'est ce que beaucoup de panafricanistes voulaient faire ressortir et veulent vraiment faire comprendre au gouvernement sénégalais, c'est de dire, écoutez, il y a la promesse, maintenant il y a cette réalité-là. On a des pays qui se font constamment agresser, qui deviennent la cible de certains pays malhonnêtes, de certains pays impérialistes, de certains pays racistes. Alors, on veut absolument que vous preniez certaines décisions qui marquent réellement votre panafricanisme. C'est-à-dire, comment vous pouvez accepter sur votre sol une figure d'autorité ukrainienne qui accepte qu'ils ont travaillé avec des terroristes pour déstabiliser un pays frère et que vous l'avez accepté, sachant que, en le faisant, vous vous mettez aussi en danger. Parce que je vais vous dire, une instabilité dans ces pays frères peut résulter d'une instabilité aussi au Sénégal. Ce que nous ne souhaitons pas. Moi, avec mon âme sénégalaise, de toute façon, je suis panafricaniste, partout sur le continent alkéboulan, je me sens bien, je me sens chez moi. Parce que mes entrailles, je sens mes entrailles, mon cœur, mon âme sur ce continent-là. Et donc, il faut vraiment prêcher par l'action et non les paroles. C'est ce que les bons panafricanistes veulent signifier et veulent vraiment que les Sénégalais et les Sénégalaises retiennent de leurs critiques. C'est sûr que l'excès de langage ne peut pas nous permettre une unité. Et je vais demander aussi à nos frères et nos sœurs panafricanistes de mettre un peu de l'eau dans leur vin. C'est pas nécessaire de commencer à dire que tous les Sénégalais sont des traîtres, que tous les ceux-ci sont des ceux-là, que ces injures ne nous servent à rien. D'ailleurs, c'est ce que veulent ces pays déstabilisateurs. C'est ce que veulent ces pays Yamnaya. Nous voir nous disputer, nous voir nous chicaner incessamment, nous voir nous tirer les chignons et ne pas avoir cette paix. Et donc, on va rester sur des trucs inutiles, voire infantiles. Alors que les enjeux sont là, les enjeux sont réels. Moi, mon discours, comme vous l'avez vu, comme j'espère vous l'avez compris, c'est de dire que ce n'est pas le moment d'être susceptible et de prendre les choses
au premier degré et commencer à dire l'autre est ceci, l'autre est cela. C'est le moment justement de mettre l'esprit, la philosophie panafricaniste en branle, vivant. Parce que c'est le moment crucial pour nous de continuer de rester debout. S'il y a un de ces pays-là qui tombe, moi je vais vous dire très sincèrement, c'est nous tous qui tombons. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on est seul, on est faible. Et je suis très fière du fait que ces pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, se sont mis ensemble. Ils ont compris que rester seul dans leur petit coin ne sera pas un mouvement favorable pour leur devenir, pour leur développement, pour leur souveraineté. Donc, il fallait absolument se mettre ensemble. Chez nous, on dit, on seul nous faibles, ensemble nous forts. Et je crois que d'ailleurs, c'est un proverbe qui vient des Ashantis, si ma mémoire est bonne, de ce qu'un frère ghanéen m'avait dit. Donc, on ne peut pas penser dans cette ère-là où la géopolitique prend toute une autre tournure, où certains pays se mettent ensemble pour faire le mal, où certaines institutions qui étaient censées être créées pour la stabilité de nos pays, de nos peuples, sont devenues des instruments, et ça depuis fort longtemps, parce que ça fait longtemps que je disais à mes frères qu'il fallait tout simplement les laisser tomber, ces institutions-là. Je suis désolée, il n'y a rien à faire. Tu vois, il y a certaines personnes qui disent et qui croient réellement, je ne sais pas si c'est par naïveté, il faut entrer de l'intérieur pour changer. Les changements de l'intérieur sont possibles quand les gens sont prêts à accepter ce changement-là, quand les gens sont prêts à se questionner, quand les gens sont prêts à se dire la mesquinerie, la méchanceté, les coups bas, l'hypocrisie, c'en est assez, on va laisser faire. Mais quand les gens se complaisent dans l'idée que on est les meilleurs, tout devrait nous appartenir, on doit être la voix de Dieu parce qu'il décide quand Dieu dit ci, quand Dieu dit ça, il décide que c'est eux qui ressemblent plus à Dieu, c'est eux qui, en tout cas, longue histoire. Donc, ils décident que ils doivent être le nombril du monde. Mais quand on est face à des gens narcissiques, on ne peut pas les changer. Il faut faire son propre chemin. Et c'est pour ça que le BRICS a vu le jour. Parce qu'à un moment donné, ils se disent, il y a certains éléments, il y a certains dossiers, il y a certaines choses qu'on veut mettre sur la table. Si on reste avec eux, là, on ne pourra jamais faire avancer ces éléments-là. On ne pourra jamais faire avancer ces projets-là. On ne pourra jamais faire avancer certaines de nos idéologies, voire notre vision. Alors, au lieu de rester là et à garder certains de nos frères tergiférer, essayer de convaincre l'autre que nous avons droit, nous devons, mettez cette énergie-là pour réformer la CEDEAO s'il y a possibilité. Mais si c'est déjà nauséabond et qu'il n'y a rien d'autre à faire, mais il y a des moments, il faut laisser le bébé grandir seul et faire autre chose. Et donc, en résumé, ce que je voulais dire, c'est que chacun de ces pays-là a leurs propres difficultés internes. Et comme vous savez, les pays qui ont toujours été les déstabilisateurs de nos pays ont de l'influence à l'intérieur de nos propres territoires. Donc, ils vont continuer par tous les moyens, utiliser toutes leurs cartes pour déstabiliser de l'intérieur. Donc, déjà là, nos chefs d'État, nos autorités ont de réelles préoccupations. Donc, il faut trouver des moyens pour stabiliser l'intérieur du pays. Ensuite, l'entourage, les alentours, les frontières, parce que ces gens-là ont de l'argent, ils ont de l'argent gagné salement, et donc ils utilisent cet argent-là pour justement continuer à déstabiliser. Les armes, est-ce que nos pays fabriquent des armes? Vous le savez, non. Donc ils continuent de faire tout ça pour déstabiliser nos pays. Et donc vous pensez qu'ils ne vont pas maintenant utiliser des pays frères pour le faire? Et c'est pour ça, je demande aux conseillers de Monsieur Faye et de Monsieur Sonko et de tous les autres d'être aux aguets, de comprendre les enjeux, de comprendre les jeux diplomatiques et psychologiques des anciens colons pour nous maintenir dans une situation de délabrement, dans une situation d'instabilité, dans une situation d'asservissement et de se dire que nous allons tout faire pour être de bons panafricanistes. Donc, nous allons continuer d'être là, vigilants et de nous assurer de supporter les uns les autres et de ne pas supporter aucune autorité, aucune figure d'autorité de certains pays qui voudront faire du mal, déstabiliser, travailler avec des individus malsains pour la déstabilisation de nos pays respectifs. Et là,
je vais vous dire très sincèrement, du nord au sud, de l'est à l'ouest de cette planète-là, vous aurez bien entendu le support de tous les panafricanistes. Et je ne parle pas des panafricanistes qui le disent pour tout simplement pavaner, aller dans des conférences, faire leur pain. Je parle de panafricanistes qui le vivent dans leur être, dans leur corps et qui sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour supporter les efforts de nos gouvernements, les efforts de nos concitoyens. Et je vais pour finir interpeller le Sénégal parce que je sais qu'en la personne de monsieur Macky Sall, il avait signé et accepté d'envoyer un contingent de frères et de sœurs probablement le Sénégalais, sur le sol haïtien, soi-disant pour rétablir la paix en Haïti. Je vous demande, je m'adresse à vous, cher monsieur Sonko, monsieur Faye, et à tous vos conseillers et tous les frères et sœurs sénégalais. Dites non à ce plan-là. Renoncez à ce plan colonial, à ce plan malsain, à ce plan d'exploitation de vos frères. Plus jamais un pays africain devrait accepter, par l'intermédiaire des Nations Unies, de l'OTAN ou toute autre organisation internationale de ce genre, qui sont des outils coloniaux, à passer par ces gens, comme j'ai dit, pour soi-disant venir rétablir quoi que ce soit dans les pays où nos ancêtres se sont quasiment tués pour nous laisser une terre promise. Parce que Haïti est une terre promise. Une terre qu'on continue de nous arracher tout ce qui est précieux dedans. Et donc, dites non à ce plan-là. Si ce n'est pas des groupes d'Haïtiens, si ce n'est pas des Haïtiens, des citoyens haïtiens qui viennent vers vous et vous demandent de l'aide, fermez la porte. Et c'est pas n'importe quel Haïtien. Prenez le temps de faire vos recherches parce qu'il y a parmi nous des supplétifs, il y a parmi nous des imbéciles, il y a parmi nous des vendeurs de pays et de conscience. Alors voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin parce qu'il faut qu'on revoie notre façon de penser, parce qu'il faut qu'on soit alerte, parce que les jeux psychologiques, les manipulations sont réelles. Comme avait dit l'un de mes invités, M. Bito Vaoba, Manzé Choublak, l'ennemi est de taille. Et j'ajouterais que l'ennemi ne dort pas. Soyons vigilants et vigilantes. Restons ensemble parce que ensemble nous faut. Voilà mes chers amours, restez branchés. J'attends vos commentaires. J'attends que vous preniez le temps de distribuer la vidéo parce qu'il faut réellement que nous continuions à investir sur l'unité, la fraternité, sur la franche camaraderie et qu'on continue d'interpeller nos chefs d'État sur leurs responsabilités internes et diplomatiques entre les pays frères. Je vous aime gros. Kevin Jam Palagé, câlin, bisous et à la prochaine émission. Oh.